Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlons de la loi normale centrée réduite, nous introduisons en fait cette loi. Les lois normales sont un cas particulier de loi à densité qu'il faut avoir vu en terminale avec les lois uniformes et les lois exponentielles, et la loi normale centrée réduite en est lui-même un cas particulier extrêmement important. Alors pour introduire ceci, nous avons besoin de la fonction de Laplace-Gauss. La fonction de Laplace-Gauss, qui est notée phi, c'est une fonction qui est définie sur R, et son expression est la suivante. Phi de x, c'est 1 sur racine de 2pi fois exponentielle de moins x carré sur 2. Donc une expression assez compliquée. Et sa courbe ressemble à ceci. Notez que l'échelle, enfin ici ce n'est pas un repère orthonormé, hein. L'échelle horizontale et l'échelle verticale ne sont pas les mêmes. Sa courbe est appelée courbe de Gauss. Elle est aussi parfois appelée courbe en cloche en raison de sa forme. Cette courbe possède quelques propriétés notables que nous allons admettre ici. La première, donc qui est vraiment difficile à démontrer, impossible à notre niveau, c'est que l'aire totale sous la courbe de phi vaut 1, donc une unité d'air. Et la deuxième propriété, qui pour le coup saute un peu plus aux yeux quand on regarde la courbe, c'est que cette courbe possède un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Alors quand on combine les deux, du coup, on a tout de suite une troisième propriété, conséquence de ces deux-là, qui est que l'aire totale sous la courbe à gauche et l'aire totale sous la courbe à droite valent chacune 0,5 unité d'air. Mais en fait, en combinant ces deux propriétés, on peut en trouver encore d'autres, que l'on verra après. Au passage, la deuxième propriété, pour le coup, elle est plus facile à démontrer. Il suffit de montrer que la fonction phi est paire, je laisse ceux qui veulent le faire y réfléchir. En tout cas, vous imaginez bien pourquoi on parle du fait que l'aire totale sous la courbe de phi vaut 1. Si vous avez suivi le cours depuis le début, vous voyez tout de suite arriver le fait que phi est une fonction densité en fait. Elle vérifie bien les trois conditions d'une fonction densité puisque clairement c'est une fonction qui est continue, c'est une composée de fonction continue, ce qui se voit sur la courbe aussi, hein, le fait que ce soit un seul trait bien net. C'est une fonction qui est positive, très clair dans l'expression et c'est aussi très clair sur la courbe là encore. Et donc on admet la partie difficile qui est que l'aire totale sous la courbe vaut 1. Et puisque phi est une densité de probabilité, eh bien on peut lui associer une loi de probabilité. Et cette loi, qui est associée à phi, on l'appelle la loi normale centrée réduite. Et on la note N01. Alors le N, évidemment, fait référence au mot normal. Les 0 et 1, je vais expliquer dans quelques instants. En tout cas, donc on dit qu'une variable aléatoire grand Z suit la loi normale centrée réduite si sa densité de probabilité c'est la fonction de Laplace-Gauss. Et dans ce cas-là, comme d'habitude, hein, si on considère deux réels A et B rangés dans cet ordre-là, ça veut dire que la probabilité que grand Z soit entre A et B, c'est l'intégrale de phi entre A et B. Là, ce qui va changer par rapport à d'habitude, par contre, mais ça je détaillerai dans une prochaine vidéo, c'est qu'ici on aura bien du mal à calculer ces intégrales en raison de la difficulté qu'on aura à intégrer la fonction phi en fait. On ne peut pas trouver une primitive de la fonction phi. Donc on aura très peu de calculs à faire à la main. On va se limiter en fait à deux types d'exercices en gros au niveau terminal. Les exercices graphiques et les exercices où on nous demande de faire des calculs à la calculatrice en fait. La calculatrice, j'y reviendrai plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect graphique. Une remarque quand même avant, c'est que si grand Z donc suit la loi normale centrée réduite, alors son espérance vaut 0 et sa variance vaut 1. C'est de là que provienne la notation N01. 0 étant l'espérance et 1 la variance. Alors, pour rappel, l'espérance d'une variable aléatoire, c'est en gros c'est la moyenne, c'est ce qu'on peut s'attendre à avoir en moyenne si on tire au hasard un nombre suivant cette loi. Donc ça veut dire que là, en moyenne, si on tire un grand nombre de fois notre variable aléatoire z dans des conditions d'indépendance, on obtiendra en moyenne 0. Ce qui se traduit par le fait qu'il y a un axe de symétrie, en fait, qui est l'axe des ordonnées. L'équation x égale 0. Quant à la variance, je vous rappelle que c'est un paramètre de dispersion, hein, aussi bien en statistique qu'en probabilité. Ça mesure en fait la dispersion, justement, oui, des valeurs qu'on obtiendra si on tire plusieurs fois au hasard notre variable aléatoire z. Donc, plus la variance est grande,
plus on aura des résultats qui pourront être n'importe quoi en fait, pour faire court. Tandis que plus la variance est petite, plus elle est proche de 0 en fait, plus ça veut dire qu'on va avoir quasiment toujours la même chose, enfin des résultats qui vont être très proches de la moyenne. Là encore, on reviendra là-dessus, cette fois-ci dans une future vidéo sur les lois normales de manière plus générale. Alors, un exercice pour exploiter l'aspect graphique donc de la loi normale centrée réduite. On considère une variable aléatoire, grand Z, qui suit la loi N01. On donne deux probabilités, on les admet, hein, je les fournis. La probabilité que grand Z soit supérieur à 0,6 est 27,43%, et la probabilité que grand Z soit inférieur à 0,2 c'est 57,93%. Ce qui se traduit graphiquement ici. Et je vous demande de déterminer les probabilités suivantes. J'en profite, j'ai oublié, pour faire une remarque, j'ai oublié de faire tout à l'heure. C'est que lorsqu'une variable aléatoire suit la loi normale centrée réduite, elle prend ses valeurs dans R entier. Vous vous souvenez que la fonction de Laplace-Gauss est définie sur R. Donc ça veut dire que si grand Z suit la loi normale centrée réduite, grand Z en fait peut prendre n'importe quelle valeur entre moins l'infini et plus l'infini. Ce qui nous change des lois uniformes ou même de la loi exponentielle, puisque les lois uniformes, souvenez-vous, une variable aléatoire qui suit une loi uniforme prend ses valeurs dans un segment, tandis qu'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle prend ses valeurs dans R+, entre 0 et plus l'infini. Bref, je pense à ça parce que ici, notez bien que la courbe évidemment du coup est coupée, on ne peut pas la représenter entre moins l'infini et plus l'infini. Ici on ne voit pas l'aire totale sous la courbe en fait, mais on imagine que la totalité fait 1. En utilisant donc le fait que l'aire totale sous la courbe fait 1, en utilisant le fait que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et en utilisant ces deux données dans l'énoncé, calculez les probabilités suivantes. Je vous laisse y réfléchir en faisant pause sur la vidéo. Alors, le petit a. On nous demande la probabilité que grand Z soit inférieur à 0,6. Alors à chaque fois, j'ai repris le graphique en ne gardant que ce qui était utile dessus pour la question et en mettant en jaune la réponse de manière graphique. Bon, d'abord sans me servir du graphique. La probabilité que grand Z soit inférieur à 0,6, inférieur ou égal, c'est la même chose que la probabilité que grand Z soit strictement inférieur à 0,6, puisque, je vous rappelle, grand Z suit une loi à densité, et quand une variable aléatoire suit une loi à densité, le fait de dire elle est inférieure ou égale ou strictement inférieure à une valeur, ça revient au même, puisque la probabilité que grand Z soit égal précisément à 0,6 vaut 0. Donc j'écris ma probabilité ainsi, puis je remarque que grand Z inférieur strictement à 0,6, c'est le contraire de grand Z supérieur ou égal à 0,6. Donc la probabilité du contraire d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de cet événement. Ici, on obtient donc 1 moins 0,2743 et on trouve donc 0,7257. Graphiquement, la probabilité que grand Z soit supérieur à 0,6, c'est la zone rouge. La probabilité que grand Z du coup soit inférieur à 0,6, c'est la zone jaune. Plus le segment ici, mais ce segment a pour R 0. Donc, vu qu'à droite, en rouge, on a une aire de 0,2743 unité d'air, et bien à gauche, la zone qu'on recherche, c'est l'aire totale moins 0,2743. Et comme l'aire totale vaut 1, et bien on trouve bien 0,7257. Ce qui a l'air de coller, hein, puisque on a une grosse zone qui est supérieure à la moitié de l'aire. Bref, le résultat a l'air cohérent. Petit b. La probabilité que grand Z soit entre 0,2 et 0,6. Bon, alors là, c'est limite encore plus simple. En fait, j'ai repris le graphique de base et j'ai juste mis en jaune ce qui restait. Parce que voilà, on a en rouge la probabilité que grand Z soit supérieur à 0,6. On a en bleu la probabilité que grand Z soit inférieur à 0,2. Nous, en fait, la partie jaune, la partie qu'on recherche, c'est ce qui reste en fait. Donc c'est 1 moins ce qu'il y a en bleu, enfin l'aire de la zone bleue, moins l'aire de la zone rouge. Donc 1 moins 0,5793 moins 0,2743. Et on trouve donc 0,1464. Notez que dans ces deux questions, en fait, si on ne le fait pas graphiquement, on a utilisé que le fait que la probabilité du contraire d'un événement, P de A bar, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. 1 moins P de A. C'est tout ce qu'on a utilisé. Dans la question C, par contre,
On va devoir utiliser la propriété de symétrie de la courbe. On connaît P de la probabilité que Z soit supérieur à 0,6 et on nous demande la probabilité que grand Z soit inférieur à moins 0,6. Et en fait, c'est la même. La probabilité que grand Z soit supérieur à 0,6, c'est la zone rouge à droite. La probabilité que grand Z soit inférieur à moins 0,6, c'est la zone jaune à gauche, mais c'est la même R. Donc la réponse est 0,2743. Notez qu'on pourrait même aller plus loin et du coup trouver la probabilité que Z soit entre moins 0,6 et 0,6. Notez du coup qu'on peut toujours relier la probabilité que grand Z soit entre un nombre et son opposé, 0,6 et moins 0,6, et la probabilité que grand Z soit inférieur à un de ces nombres. Probabilité que grand Z soit inférieur à 0,6 par exemple. Bref, petit d. Le plus compliqué, ici on veut la probabilité que grand Z soit entre 0 et 0,2. Nous, on connaît la probabilité que grand Z soit inférieur à 0,2. C'est en fait ce que j'ai représenté avec des hachures bleues. C'était représenté en bleu sans hachure dans le graphique précédent, mais comme là je superpose plusieurs couleurs, j'ai mis des hachures à la place. Nous, on connaît donc l'aire de tout ce secteur hachuré, et en fait, il faut retirer l'aire du secteur qui est couleur saumon, là. Marron, bref. Mais ce secteur, en fait, c'est la probabilité. Donc, l'aire de ce secteur, c'est la probabilité que grand Z soit inférieur à 0. Puisqu'on sait que l'aire totale sous la courbe vaut 1 et qu'il y a un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées, ça veut dire que l'aire de ce secteur saumon vaut 0,5. Donc la probabilité qu'on cherche, la probabilité que Z soit entre 0 et 0,2, qui est représentée en jaune ici, d'accord ? Eh bien c'est l'aire hachurée en bleu, moins l'aire du secteur saumon. Donc c'est la probabilité que Z soit inférieur à 0,2 moins la probabilité que Z soit inférieur à 0. C'est donc la probabilité qu'on nous donne dans l'énoncé moins 0,5. Et on trouve donc 0,0793. Ce qui paraît cohérent puisque vous voyez que le secteur jaune là est quand même assez petit. C'est clairement, on peut imaginer qu'il représente moins d'un dixième de l'aire totale. Là, ici, on nous dit environ 8%. Pour finir, quelques valeurs remarquables qui sont de préférence à connaître. Alors, si on a une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, première valeur remarquable, la probabilité que grand Z soit entre moins 1 et 1, c'est 0,683. Autrement dit, il y a 68% de l'air, sous la courbe, entre moins 1 et 1. La plus importante à retenir, c'est la deuxième. La probabilité que grand Z soit entre moins 2 et 2 représente environ 95% de l'air. 0,954. Ce résultat resservira dans un futur chapitre avec les intervalles de confiance et de fluctuation. Et le troisième résultat, moins important que les deux premiers, mais qui est intéressant, c'est que la probabilité que grand Z soit entre moins 3 et 3, c'est environ 0,997. Pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, ça veut dire que même si, quand vous avez une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, même si grand Z donc, peut prendre ses valeurs prend ses valeurs dans R, même si grand Z peut prendre n'importe quelle valeur de R, en fait, quasiment toutes les valeurs sont concentrées entre moins 3 et 3. Vous avez 99,7% de chance d'obtenir un résultat entre moins 3 et 3. Autrement dit, vous êtes quasiment sûr. Notez aussi que de ces valeurs remarquables, on peut en déduire d'autres, de le même style que l'exercice précédent. Par exemple, on pourrait, à partir des deux premiers, calculer la probabilité que grand Z soit entre 1 et 2. Pour ceux que ça intéresse, réfléchissez-y. Comment on pourrait faire pour trouver ce résultat, sachant que on doit trouver un résultat qui, de mémoire, doit être quelque chose comme 0,135, 136 peut-être. 0,136. Voilà qui conclut cette vidéo. Bon courage pour la suite et à bientôt.